Non, la question était que va-t-il se passer aux élections de novembre? Eh bien, tout d'abord, c'est la question de devise. La plupart des économistes pensent que la devise chinoise est sous-évoluée entre 25 et 40%, avec une intervention systématique pour maintenir la devise à une parité faible. Il y a un accord à Pittsburgh, pris par les G20, qui a une très grande importance, qui était de mettre un terme au déséquilibre au niveau mondial, que les pays excédentaires stimuleraient la demande nationale et que les pays déficitaires, comme les États-Unis, pourraient économiser plus. Ceci n'a été réalisé que d'une façon très imparfaite. La participation du gouvernement chinois au mois de juin, le RMB qui n'a une appréciation que de 2%. Vous avez le Japon qui intervient pour réduire sa parité. Vous avez le Japon et la Thaïlande, le Brésil et la Thaïlande qui menacent de mettre en place des contrôles pour éviter les investissements étrangers. Donc, situation très difficile et le G20 n'a pas la structure de gouvernance, n'a pas de secrétariat permanent qui permette à les Sherpas se réunissent une ou deux fois par an. Lorsque les dirigeants se réunissent, ils ont ce programme colossal qui va être très difficile à résoudre. Mais il faut éviter la guerre des devises. Entre 2005 et 2008, la Chine a apprécié sa devise de 25%. Et c'est ce qui doit se faire maintenant. En termes d'élections maintenant, tout le monde sera expert le 3 novembre, mais la sagesse commune veut que les républicains auront la Chambre des représentants et le Sénat restera démocratique avec une très petite majorité, ce qui aura un impact significatif pour la deuxième moitié du mandat du président. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. En ce qui concerne l'OMC, effectivement, il existe ces différents mécanismes de règlement différents, mais ça ne porte que sur le commerce. L'OMC ne parle pas de services ni d'investissement. Or, c'est un domaine énorme qui est exclu de ces échanges. D'autre part, le mécanisme de règlement de litige, l'OMC, est un processus assez long et les décisions ne sont pas prises rapidement. Et parfois, certaines décisions sont prises avec une menace de porter un pays devant l'OMC, mais entre-temps, le commerce a été mis sans dessus-dessous. Donc les mécanismes existent, et c'est important comme cela a été dit, parce que c'est le seul domaine où il existe un moyen de faire appliquer les règlements et les règles, devrais-je dire, et donne des résultats assez positifs. Maintenant, en ce qui concerne des nouvelles décisions au G20 en ce qui concerne de nouvelles structures qui permettraient d'imposer des décisions. Je suis d'accord que les pays ne vont pas facilement être d'accord dans un programme maximaliste de ce genre. Ce sera un programme minimaliste où ils continueront de garder un fort pourcentage de souveraineté sur ces prises de décisions, ce qui est associé directement à leur propre situation économique. Donc on verra des domaines où il y aura accord de coopération pour les intérêts de tout un chacun, mais au-delà de ça, ça sera difficile même dans l'Union européenne, à moins que je me trompe. Sur les politiques fiscales, il n'y a toujours pas d'accord au sein de l'Union européenne. Donc il existe des domaines très sensibles et dans lesquels les pays ne vont pas facilement céder et abandonner leur souveraineté. Si vous prenez le microphone, madame, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais réagir à certains des points évoqués. Tout d'abord, sur les économies de marché. Je suis tout à fait d'accord avec le terme de double norme. Et
C'est une question hautement politisée. Si vous parlez d'intervention gouvernementale, au cours de la crise financière, nous avons tous vu des gouvernements qui sont intervenus massivement dans l'économie. En ce qui concerne la Chine, la réforme est que le gouvernement soit de plus en plus loin des activités économiques. Les entreprises d'État en Chine représentent un héritage du passé et il a été sage pour la Chine de ne pas lâcher les entreprises d'État du jour au lendemain. Et a été un des succès de la réforme chinoise. Les entreprises d'État en Chine doivent fonctionner en fonction des règles du marché. Si vous utilisez la même norme reconnue par les États-Unis ou l'Union européenne comme ayant des économies de marché, l'on voit en fait et ils ne sont pas plus tournés vers le marché que l'économie chinoise. Et si l'Union européenne utilise les 5 règles demandées de la Chine pour quantifier la situation de leurs propres membres, certains de leurs membres ne seraient pas acceptés et reconnus. Et la Chine ne va pas pouvoir survivre sans la situation de l'économie de marché. Nous avons une croissance importante et que nous avons un rôle de plus en plus important dans les marchés mondiaux. Et donc, ce que je dis, c'est encore une fois une double norme. Et quant à la guerre des devises, je suis également d'accord que nous ne voulons pas nous lancer dans une guerre des devises. Et je comprends également ce que vous avez dit en ce qui concerne le sentiment perçu par une grande partie de la population américaine. Mais je suis également tout à fait sûr que des difficultés de ce genre ont existé précédemment et ils ont toujours réussi à rebondir. Il y a cet esprit de réagir à une situation. En Chine, la vue populaire est que c'est une difficulté passagère. Par contre, ce qui nous préoccupe est que certains Américains pourraient essayer de trouver des solutions qui seraient hors des États-Unis. Et les économistes sont tous d'accord que l'appréciation du yuan ne va pas aider à créer des emplois aux États-Unis. Parce que la plupart des produits ont été vendus aux États-Unis ne sont plus fabriqués aux États-Unis. Donc soit il faudra acheter d'autres pays ou l'acheter à un prix plus élevé à la Chine, ce qui fait qu'ajouter à la charge financière supportée par le consommateur. Et cette question de devise comme étant le bouc émissaire ne va pas pouvoir vous aider. Pour la Chine, vous avez parlé de l'appréciation de RMB de 25%, mais si vous regardez les relations commerciales pendant cette période, notre excellent commercial avec les États-Unis a augmenté. Et en 2009, lorsque nous avons suspendu la réforme monétaire, notre excédent commercial s'est réduit par les difficultés financières. Donc il n'y a pas de lien direct entre les tendances d'excédent budgétaire et le commerce. Lorsque le président Obama a débattu de cette question avec le président chinois, disant qu'il allait réexaminer les restrictions aux États-Unis sur l'exportation des produits de haute technologie vers la Chine qui permettraient de mieux équilibrer la balance des paiements plutôt que d'imposer une réévaluation du RMB. Merci beaucoup. Si je puis réagir, 2 points. D'une part, l'impact économique. Le deuxième, la question que nous avons traitée ici, qui est des pays émergents qui changent de statut et qui doivent se conformer aux règles acceptées mondialement. En termes d'impact économique, l'Institut Peterson, qui est peut-être le meilleur institut économique au monde, a récemment réalisé une étude qui a montré un accroissement significatif de l'activité économique aux États-Unis et une réduction du déficit commercial énorme avec la Chine. Si le RMB avait une appréciation du même montant entre 2005 et 2008. Deuxièmement,
une perception qui veut qu'un pays essaye activement de fixer sa monnaie par rapport au dollar, ce qui facilite ses exportations. Ce n'est pas du tout ce que nous avons convenu, ni la Chine, du reste, à Pittsburgh. C'était de mettre un terme à ces déséquilibres au niveau mondial. Et ce qui s'est passé, et à cause de cet effort artificiel de maintenir la devise à un niveau faible, en citant l'exportation, et bien maintenant, le Japon, Corée du Sud, la Thaïlande et d'autres qui disent « mais nous devons faire la même chose ». Et c'est cela qui est dangereux, parce que cela déclenche un cycle vicieux qui doit être évité. Et à Séoul, le G20 auront regardé cette question. Ce n'est pas que les États-Unis par rapport à la Chine, c'est le Brésil, l'Inde et d'autres pays qui disent ceci fait du tort à notre État concurrentiel. Il faut un terrain équitable. Merci beaucoup pour cette discussion très franche et à bâton rompu. Merci beaucoup Thierry, merci à vous. Cela a vraiment été très intéressant et merci à tous vos organisateurs qui nous ont aidés et à tous. Ils ont été excellents. Merci beaucoup.